même si elle sert parfois exagérément sans doute d'alibi. Mais pourquoi s'étonner que l'espérance thérapeutique soit le facteur majeur d'un déplacement des positions éthiques socialement validées dans le domaine de la biomédecine? Paul Ricoeur le rappelait, la médecine est l'une des pratiques fondées sur une relation sociale pour laquelle la souffrance est la motivation fondamentale et le télos de l'espoir d'être aidé et peut-être guéri. Et je dirais qu'heureusement que cette espérance motive encore bien des chercheurs dans leur quête non seulement de recherche scientifique fondamentale, mais dans leur quête de nouveaux traitements, de nouvelles techniques aussi au service des patients. Et par ailleurs, tout en étant conscient des tensions entre souffrance individuelle et arbitrage sociétal, il ne s'agit pas de remettre en cause la nécessaire réflexion de santé publique. Sur bien des points, progrès des recherches, traitement de pathologies particulières ou prise en charge des populations, une concertation internationale, voire planétaire, est certainement bénéfique. Il me semble cependant qu'historiquement, tant chez les biocrates, pour reprendre l'expression d'Isambert, tant chez les biocrates que dans la bioéthique institutionnelle, il y a tendance à partir de l'attente universelle envers les acteurs de la médecine, celle d'une sollicitude efficace envers la personne et sa souffrance, pour la surinvestir dans le sens d'un salut délivrant de toute souffrance. Un salut où il est admis que l'homme ne peut plus compter désormais que sur les capacités de son intelligence. Peut-être faudrait-il alors réécouter ce que ce prophète, je dirais, Bernanos, exprimait déjà au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. L'approche purement rationnelle d'un monde matérialiste voit dans la souffrance uniquement un problème à résoudre. Bernanos écrivait ceci, « L'intelligence, réduite à ses propres forces, ne croit trouver dans la nature qu'indifférence et cruauté. Mais c'est sa propre cruauté qu'elle y découvre. À proprement dire, ce n'est pas la souffrance qu'elle condamne, c'est ce qui lui paraît une anomalie, un gaspillage, une mauvaise organisation de la souffrance. Le risque est alors que la gestion utilitariste de la souffrance, surtout si elle s'associe à l'exigence économique de rentabilité, finisse par éliminer les mal fichus, pour reprendre l'expression même de Bernanos. Si nous prenons la gestion éthiquement optimisée de la santé d'Engelhardt, par exemple, le rôle moral du professionnel de la santé est celui du bureaucrate, rappelant aux patients leurs droits et s'assurant que ceux-ci sont cantonnés à leurs justes limites. C'est aussi un monde, pour Engelhardt, où les ressources étant limitées et les technologies chères, il apparaîtra clairement raisonnable de devoir traiter au maximum, puis de provoquer librement la mort lorsque les traitements échouent et que la douleur et la souffrance deviennent intolérables. Telle sera l'utilisation, écrit Engelhardt, la plus raisonnable des ressources dans un monde sécularisé. C'est enfin un monde où les nourrissons ou les vieillards séniles sont des êtres humains impersonnels dont la vie sera évaluée par ceux qui sont pleinement des personnes et qui peuvent éventuellement décider de leur donner, généreusement, une valeur sociale personnelle. À travers l'exemple de la recherche sur l'embryon, j'ai essayé de montrer comment la bioéthique institutionnelle, dans certains pays comme le nôtre, si elle peut être en retrait par rapport aux théoriciens de la bioéthique, en vient pourtant à déplacer les critères du respect de la vie humaine à partir de l'exigence de satisfaire le désir d'enfant et d'espoir thérapeutique plus ou moins avéré. Ainsi, la souffrance comme assignation réclame la réécriture des normes en s'appuyant sur le sentiment commun de sympathie et peut-être même des attentes déraisonnables, je cite Ricoeur ici, des attentes déraisonnables d'une opinion publique qui demande trop à un corps médical dont elle redoute par ailleurs les abus de pouvoir. Recherche sur l'embryon, élimination des fœtus dont le diagnostic prénatal est défavorable, pratique des arrêts de vie en néonatologie dont on n'ose pas trop parler dans notre pays, de proche en proche semble s'instaurer le dualisme entre, d'une part, les êtres humains impersonnels dont la valeur sociale est octroyée et ceux qui ont ce pouvoir d'octroyer le statut de personne en tant que personne au sens plein. Répondant à la pression de certaines associations qui, médiatisant des cas de souffrance exposés, souhaitent la légalisation de l'euthanasie, Jean Leonetti rappelait que la barbarie civilisée
reste un risque pour nos sociétés évoluées. Tout en disant cela, je suis conscient que, sans doute avec M. Leonetti, nous ne ferions pas la même analyse des faits, ou en tout cas, il parlait de conflit entre deux biens, donc je ne veux pas récupérer trop M. Leonetti pour ma propre thèse. Je note simplement que dans un article dans Le Monde, il a dit ce que je n'aurais pas osé dire, la barbarie civilisée reste un risque pour nos sociétés évoluées. Ne convient-il pas dès lors, en matière d'éthique biomédicale, de retrouver, comme l'écrivait Ricoeur, le chemin de la prudence, et notamment du respect du caractère insubstituable de la personne, toujours en devenir, que des perspectives matérialistes ou utilitaristes ont pu gommer. Pour ce faire, il convient de ne pas négliger la place des sources morales qui fondent les normes. Je cite de nouveau ici Ricoeur. Il convient surtout de se souvenir que la souffrance n'est pas un problème qui se résout par la dextérité technique, mais un affect qui appelle la sollicitude de l'amour. Je vous remercie de votre attention.